Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne, le sujet de la théorie polyvagale. Alors peut-être que tu as déjà entendu ce terme et auquel cas, bienvenue à toi, on va retraverser tout ce qui est la théorie polyvagale. Ou bien peut-être que tu n'as jamais entendu parler de la théorie polyvagale et que tu te dis c'est quoi encore ce truc? Pas de panique, dans cet épisode et dans cette série, je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que la théorie polyvagale et en quoi aujourd'hui c'est un outil que je trouve précieux pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre et donc aussi apprendre à agir avec beaucoup plus de justesse en fonction de nos besoins personnels. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie quand même de t'expliquer comment je suis venue à m'intéresser à la théorie polyvagale. C'était donc il y a quelques années, j'étais plus suivie pour anorexie mentale, mais je souffrais encore beaucoup au niveau émotionnel. J'avais cette déprime assez latente. Je souffrais de nombreuses crises d'angoisse qui pouvaient subvenir à n'importe quel moment dans la journée et peu importe avec qui j'étais et où est-ce que j'étais. Donc c'était très handicapant pour moi. Et à ce moment-là, j'avais décidé de reprendre un suivi psychologique pour essayer de mieux me comprendre. Là encore, aucun tabou sur les sujets des suivis psychologiques. Je suis très à l'aise avec le sujet. Je pense que c'est important de consulter quand on sent qu'on ne peut pas y arriver seul. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et puis, après quelques séances de suivi chez la psy, j'ai bien senti que j'allais mieux une fois que je sortais du rendez-vous. Et ce mieux-être, il durait jusqu'à quelques jours après la séance. Mais que rapidement, les effets, ils duraient pas dans le temps. J'avais de nouveau des reprises de crises d'angoisse, des reprises d'anxiété, des troubles du sommeil, etc., etc. Comme je suis de nature à vouloir tout comprendre, à vouloir toujours chercher les explications et donc à m'intéresser à plein de nouveaux outils, je me suis intéressée aux travaux du docteur Stéphane Porges. J'en avais déjà vaguement entendu parler quelques temps avant ce suivi psy, mais j'avais jamais vraiment creusé la chose, certainement parce que c'était pas le bon moment, mais à ce moment-là, en tout cas, j'ai senti que c'était le bon moment pour moi d'aller creuser ce que le docteur Stéphane Porges a mis à la lumière du monde il y a déjà plus de 25 ans. On s'approche même des 35 ans. Donc, c'est pour dire que j'ai rien inventé. Ce que je te partage aujourd'hui, c'est le fruit de mes recherches. Et c'est surtout le fruit d'un travail colossal qui a été fait par le docteur Stéphane Porges tout au long de sa carrière. Et en découvrant les travaux du docteur Stéphane Porges, il y a vraiment un monde qui s'est ouvert à moi. J'ai enfin compris ce qui se passait en moi et surtout, j'ai compris que j'avais le pouvoir de changer mon expérience. Et ça, c'était vraiment incroyable parce que de nouveau, je reprenais mon pouvoir personnel là où j'avais l'impression qu'il était perdu depuis des années. Là, enfin, j'avais un outil, j'avais des travaux qui me permettaient de reprendre l'expérience en main et de reprendre mon pouvoir personnel. Et ça, c'est vraiment incroyable et je pense qu'on a tous envie de reprendre notre pouvoir personnel parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous réaliser pleinement. Donc, si tu es sur cet épisode et que toi aussi tu as envie de reprendre le pouvoir sur tes expériences, alors tu es au bon endroit. Est-ce qu'il t'arrive de rester paralysé devant une tâche importante, de procrastiner d'ailleurs une tâche? Tu sais que tu dois appeler, passer un coup de téléphone lundi, et puis lundi tu repousses à mardi, et puis mardi tu le repousses au mercredi, et ainsi de suite. Est-ce que ça t'arrive de te sentir vidé après avoir vécu une dispute? Ou est-ce que parfois même, il t'arrive de ne pas entendre ce que te dit ton interlocuteur alors que pourtant, tu avais toi-même posé la question et donc que là, la personne est en train de te donner la réponse, mais que tu l'entends parler, mais tu as strictement rien écouté de ce qu'elle te disait? Ou encore, est-ce qu'il t'arrive de refuser des invitations avec des excuses en tout genre, vraiment pour essayer un petit peu de fuir ou de contourner la situation? Si tu as déjà vécu une de ces situations, alors tu es au bon endroit et j'espère, en tout cas, j'ai l'intime conviction que tu vas découvrir plein de choses aujourd'hui dans cet épisode, mais j'espère surtout de tout cœur que cet épisode va te donner la foi que vraiment toi aussi tu peux reprendre ton pouvoir personnel et toi aussi tu peux changer ton expérience. Disclaimer quand même avant de commencer cet épisode, ce podcast il n'a pas pour but de remplacer un suivi médical ou thérapeutique.
Il vient en complément et si tu es déjà suivi actuellement, alors bravo à toi de vouloir te comprendre et te comprendre pleinement. La théorie polyvagale, ça n'a rien d'une nouvelle mode wellness, je te rassure, c'est vraiment une révolution scientifique dans le monde de la psychologie qui nous explique pourquoi nous réagissons comme nous le faisons et surtout comment on peut pouvoir reprendre le contrôle sur nos réactions. Durant cet épisode, je t'invite vraiment à rester connecté à tes sensations, à tes émotions. Et pourquoi je te demande de rester connecté à tes sensations et à tes émotions? Parce qu'on commence à intégrer de nouvelles choses dans les épisodes. Et l'écoute de toi, ça va être vraiment une précieuse boussole pour mieux te comprendre et pouvoir beaucoup plus rentrer en résonance avec les épisodes que je vais te proposer dès maintenant sur mon podcast. C'est parti, je pense qu'on peut commencer. J'ai fini d'introduire le sujet. Installe-toi confortablement avec ta meilleure boisson. Ici, une petite infusion vraiment pour me réchauffer, venir aussi activer une de mes ressources. Tu verras, on en reparlera dans les prochains épisodes, mais les ressources, c'est hyper important. J'ai à côté de moi mes huiles essentielles, ma petite boisson chaude et moi aussi, je suis prête à échanger avec toi sur le sujet de la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, de son acronyme que tu pourras retrouver aussi dans certaines lectures et qui se marque TPV, elle a été proposée par un neuroscientifique, le neuroscientifique Stephen Porges, dans les années 90. Donc voilà, ça fait quasiment 35 ans que ces notions-là existent. Et je trouve ça dingue qu'encore à l'heure actuelle, on n'ait pas connaissance de qu'est-ce que la théorie polyvagale parce que vraiment, moi, depuis que je l'ai découverte et depuis que j'expérimente la théorie polyvagale, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé et surtout, il y a une bien meilleure compréhension de moi et de mes réactions. Et la théorie polyvagale, elle offre une nouvelle compréhension du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, on en a déjà parlé dans les premiers épisodes de podcast. Si tu les as pas écoutés, je t'invite à les écouter. Et on sait que c'est ce système nerveux autonome qui est responsable des activités autonomes de notre corps. Pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle le système nerveux autonome. Digérer, cligner des yeux, la gestion du rythme cardiaque, la contraction des muscles, le besoin d'uriner, le besoin d'aller à la selle. Tout ça, c'est géré par notre système nerveux autonome. Et donc, quand on parle de théorie polyvagale, on est obligé de parler de système nerveux autonome. On va le redétailler dans cet épisode et dans les suivants, mais tu comprendras en quoi c'est intimement lié le système nerveux autonome et la théorie polyvagale. Puisque la théorie polyvagale fait partie intégrante de l'activité de ton système nerveux autonome. Son enjeu principal de la théorie polyvagale, c'est d'expliquer comment nos réactions face à la sécurité, face au danger ou encore au traumatisme sont enracinées dans notre biologie bien avant que tout raisonnement conscient puisse émerger. Ça veut dire que la vision classique qu'on nous a offerte du système nerveux autonome, c'est une division binaire. Il y a la branche sympathique, la branche parasympathique. Et ça, j'ai pu le détailler pareil dans les premiers épisodes du podcast. Or, le docteur Stephen Porges, il propose une nouvelle lecture de ce système nerveux autonome, non pas en 2 branches, mais en 3 branches, en 3 voies. Et cette nouvelle lecture, elle éclaire le lien entre nos émotions, nos comportements sociaux et notre psychologique. Et c'est puissant, mais c'est d'une puissance tellement incroyable que je pense que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est puissant. Et peut-être que cet épisode, ça va te paraître être un sujet très complexe, peut-être que tu vas avoir du mal à le comprendre. J'ai essayé quand même de créer un épisode le plus compréhensible possible, mais si à la fin de l'épisode, tu te dis « bah j'ai pas compris grand-chose », ne t'inquiète pas, je t'invite à réécouter l'épisode. Moi, au tout début que j'ai commencé un peu à m'intéresser à la théorie polyvagale, ça me paraissait être un monde géant. Tout ça parce que un coup qu'on a la notion de la théorie polyvagale, on voit le monde d'une toute autre façon parce qu'on a une nouvelle paire de lunettes. Donc, si toi tu portes des lunettes, tu sais qu'il te faut un temps d'adaptation à ta nouvelle paire. Bah là, c'est la même chose. Avec toutes ces nouvelles notions, il va te falloir un temps d'adaptation. Et c'est OK. Sois bienveillante avec toi. Accueille cette part critique de toi. Petit à petit, vraiment, les notions vont s'éclaircir. Donc, on vient de dire que le docteur Stephen Porges, il nous propose une lecture à 3 voies de ce système nerveux autonome. C'est quoi donc les 3 circuits de la théorie polyvagale? La théorie polyvagale, c'est une science qui repose sur l'évolution du nerf vague. Le nerf vague, c'est un des 12 nerfs crâniens, donc qui descend jusqu'à nos viscères, mais qui prend racine au niveau de notre occiput, qui passe de chaque côté de notre gorge et qui va vraiment avoir différentes ramifications pour descendre sur chacun de nos viscères. Ça va venir se connecter au cœur, ça va venir se connecter aux poumons, ça va venir se connecter à l'estomac, au foie, au côlon, etc., etc. Et ce nerf vague, il est principalement relié à l'activité et au système sympathique de ton système nerveux autonome.
Et c'est de ce nerf que partent les 3 branches, les 3 voies de la théorie polyvagale, donc on va les voir en détail. On va détailler ces 3 branches et tu vas voir à quel point elles sont différentes mais complémentaires. On va commencer par la première branche, qui est la branche la plus ancienne et la plus archaïque dans notre système nerveux, c'est la branche vagale dorsale. Le vagal dorsal, c'est donc une branche du nerf vague, mais en lien avec notre nerf vague dorsal. Donc on peut s'imaginer que biologiquement, dans notre constitution physique, c'est une branche qui se situe plutôt à l'arrière du corps, au niveau de notre dos. Et cette branche vagale dorsale, elle est vraiment là pour représenter le mode survie le plus archaïque. Parce que c'est une branche qui est apparue très tôt dans l'évolution, déjà présent à l'époque des reptiles. Donc c'est une branche qui est très 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 ancienne, c'est la branche la plus ancienne de ces 3 branches. Et ça, c'est important aussi de le comprendre. On verra tout à l'heure pourquoi cette chronologie, elle est importante. Mais retiens que la branche vagale dorsale, c'est la branche la première qui ait pu naître au monde et qui était déjà présent chez nos amis les reptiles. Sa fonction au vagal dorsal, c'est de favoriser la conservation d'énergie en cas de situation d'extrême menace. Et donc là, à ce moment-là, quand on est face à une menace qui peut être perçue ou qui est réellement extrême, alors il y a une diminution drastique du métabolisme. Le métabolisme va vraiment ralentir. Il peut y avoir une forme de figement, de sidération ou de dissociation. Et on va détailler un petit peu ces 3 réponses de la branche vagale dorsale. Ce système, donc, il est responsable de la réponse de figement, de la dissociation ou encore de l'immobilisation. C'est cette branche qui s'active quand il y a une menace perçue qui est extrême, ça peut être un danger vital ou encore un traumatisme, et quand ni la fuite ni le combat sont possibles. Quand tu es dans cette situation et que ton corps et ton système nerveux comprennent que là, tu ne peux ni fuir ni combattre, et donc tu vas opter pour une des 3 réponses entre le figement, la dissociation ou encore l'effondrement. Finalement, il faut comprendre que afin de se protéger, le corps il va s'éteindre par le biais d'un effondrement, couramment appelé l'effondrement dorsal, le figement ou encore la dissociation. Vu que là, tu es face à un danger extrême et que tu peux ni combattre ni fuir, le meilleur moyen pour ton système, c'est de s'éteindre. Je vais te détailler des exemples en lien avec ces 3 réponses spécifiques au dorsal, parce que peut-être que ça te permettra d'identifier des situations dans lesquelles tu es dans une de ces 3 réponses. On va commencer par la réaction d'effondrement. La réaction d'effondrement, c'est de se sentir complètement vidé après une dispute, incapable de bouger du canapé, par exemple, pendant des heures. Ça peut être aussi se sentir complètement vidé quand tu rentres du travail. Tu deviens léthargique, tu te mets dans ton canapé et vraiment là, tu peux rien faire. Même aller prendre ta douche, ça demande trop d'efforts. Ça peut être aussi l'impression de déconnecter mentalement lors d'une réunion stressante, comme si tu regardais la scène de l'extérieur. Tu as peut-être déjà vécu ça, tu es dans une pièce, tu vis une scène avec les gens, où tu es censé être en interaction, et puis là, c'est comme si tu prenais du recul ou de la hauteur sur la situation et que tu avais l'impression d'être extérieur à tout ça. Ça te rend totalement détaché. Ça, c'est une aussi des réactions de l'effondrement. Tu peux aussi ressentir cette fatigue écrasante qui survient après un conflit et qui conduit parfois à un besoin d'aller dormir. Et ça, c'est assez intéressant pour illustrer par mes propos personnels, bien que mon histoire personnelle n'est pas hyper intéressante, mais je trouve que l'illustration par des exemples personnels, ça peut vraiment t'aider à bien comprendre ces différentes réponses. Je prends l'exemple d'un conflit qu'il peut y avoir dans le couple, pour des fois des situations vraiment anodines. On va tellement se prendre la tête et le conflit va tellement être vécu comme une menace extrême que après le conflit, je sens déjà le besoin de me déconnecter de la personne avec qui je suis en conflit. Et dans ces moments-là, j'ai parfois besoin d'aller me coucher. Mais c'est pas juste me poser dans le canapé, c'est vraiment, je vais me coucher dans mon lit, je ferme les volets et je me tape 2 heures de sieste. Et quand je me lève, l'état dorsal, il est plus ou moins là, mais je peux facilement remonter dans mon sympathique ou dans mon ventral. On reverra juste après ces différentes notions. Mais vraiment, cette fatigue que tu peux vivre après un conflit, clairement, c'est un signe d'effondrement, où ton système, vraiment, il a compris que là, c'était trop, et donc le meilleur moyen pour lui de gérer ce trop, c'est de couper les vives. Et donc, il faut aller dormir. Et puis, c'est aussi ce qui peut être vécu quand, par exemple, tu te retrouves prostré, sans énergie, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, que ce soit un coup de téléphone, que ce soit un courrier ou la visite de quelqu'un qui vient t'annoncer quelque chose de pas cool, hein, une mauvaise nouvelle. Cette sensation-là, c'est un peu la sensation où on te coupe en fait on te coupe les jambes, tu tombes un peu de ta chaise.
Ce sentiment d'être prostré et sans énergie face à une nouvelle et à une mauvaise nouvelle, c'est aussi signe d'un effondrement. Ça, c'était la première réaction de mon système vagal dorsal. Maintenant, on va voir la deuxième réaction de mon vagal dorsal. Et là, la deuxième réaction, c'est le figement. Là, c'est une immobilisation totale de l'organisme et une immobilisation par la peur. Là, c'est par exemple rester paralysé devant ton ordinateur face à une tâche importante, incapable de commencer une tâche. Ça peut parfois être envoyer un mail à ton supérieur ou passer un coup de téléphone important ou ouvrir au contraire un mail que tu as reçu et vraiment, tu sais que tu dois le faire, tu sais que tu dois te mettre en action, mais là, vraiment, tu peux pas. Il y a un truc qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action. Et le figement, c'est vraiment ça, c'est je sais ce que j'ai à faire, je sais que je dois faire ci ou ça, mais je suis incapable de le faire. Pareil, quand tu peux rester figé quand il y a un appel désagréable, et que, par exemple, tu te fais pourrir au téléphone, bah, il peut y avoir, vraiment tu entends ce qui se passe, tu entends ce qu'on dit, donc il peut y avoir une première réaction d'effondrement, puis en même temps, tu sais qu'à la fin, tu dois raccrocher, mais tu arrives même pas à raccrocher. La personne au bout, elle a raccroché et toi, tu restes scié sur le coup de téléphone que tu viens d'avoir. Ou alors, c'est aussi la fameuse expression quand on te dit on m'a coupé l'herbe sous le pied, quand tu es face à une critique ou à un reproche et que tu restes muet, tu n'as pas réussi à répondre parce que vraiment là, bah, ça t'a scié les pattes ce qu'on vient de te dire, mais que après coup, tu te dis putain, mais j'aurais dû lui dire ci ou j'aurais dû lui dire ça. Et tu avais des choses à lui dire, mais tu as été en incapacité de répondre. Et pourtant, avec du recul, tu sais ce que tu aurais pu lui répondre. Mais sur le coup, tu es resté complètement figé. Donc ça, c'était ma deuxième réponse de mon vagal dorsal. La dissociation, c'est vraiment la sensation d'être au-dessus de son corps dans une conversation difficile. Tu as vraiment l'impression d'être à l'extérieur de la scène. Dissociation et effondrement, parfois, ces trois réponses-là, elles sont assez similaires, bien qu'il y ait quand même des traits très différenciants. Mais au fur et à mesure que tu vas te connaître et que tu vas traquer ton système nerveux, tu vas pouvoir facilement savoir à quel moment ça te dissocie, à quel moment ça te conduit à l'effondrement ou au figement. Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps à ce moment-là et quels sont tes triggers. Donc tes triggers, ce sont les activateurs, hein, les activations du moment. Tu vas très rapidement après connaître qu'est-ce qui t'active et quand il y a telle activation, c'est souvent telle réponse qui se met en place. Donc voilà, pas d'inquiétude si là encore, c'est pas encore très clair. Tu peux avoir aussi l'impression que tes mains ne sont pas les tiennes en situation stressante, où tu peux parfois avoir le besoin de te toucher le visage parce que vraiment tu sens plus ton corps. Ça peut être aussi cette sensation de flottement, comme si tu étais dans un rêve éveillé et que bah là tu as envie de dire bah, pincez-moi, je rêve, parce que là vraiment je ressens rien. Tu peux aussi perdre la notion de temps pendant un événement stressant quand tu es dissocié. La dissociation, c'est aussi des personnes qui vont facilement se cogner dans un coin de porte, qui vont facilement se prendre un meuble, qui sont comme à côté de leur pompe en fait, qui prennent un virage beaucoup trop court et qui finalement se prennent le coin de la porte. Bon bah ça, c'est être dissocié de son corps. C'est-à-dire que t'es pas connecté à tes ressentis corporels. C'est comme si ton corps et ta tête étaient pas ensemble, vraiment dissociés, et que ben en fait, tu as du mal à t'orienter dans l'espace. Et ça peut être une forme de dissociation. Et puis, autre signe de dissociation, quand tu poses une question à quelqu'un mais que tu n'as pas entendu la réponse, tu entends sa voix mais tu n'as pas réussi à traiter l'information, bah ça peut être aussi signe de dissociation. C'est-à-dire que ta capacité auditive, elle s'est comme un peu déconnectée, dissociée de ta partie analytique de ton cerveau. Donc ça, c'était mon vagal dorsal. C'est la branche la plus archaïque et si on devait mettre ça sur une échelle, c'est le bas de l'échelle. Le deuxième mode de ton système nerveux et le deuxième mode de la théorie polyvagale, c'est le sympathique. Le système sympathique, il est responsable des réactions de mobilisation, donc soit le combat, soit la fuite. Et lui, il est apparu un peu plus tard dans l'évolution, et c'est ce qui a permis aux premiers vertébrés de réagir activement face à un danger. Donc d'abord, les reptiles, ils ont eu accès au dorsal, et puis ensuite est arrivée la branche sympathique qui a été disposée à nos vertébrés. Donc c'est une branche qui est arrivée un peu après, dans l'historique, elle est arrivée un peu après ton dorsal. Cette branche-là, elle engendre l'activation, l'accélération cardiaque et respiratoire et la mobilisation musculaire, autrement dit les tensions. Tout simplement parce que cette branche-là, elle est là pour te permettre soit de combattre le danger, soit de le fuir. Donc il faut que tous tes systèmes soient mobilisés, que toutes tes forces soient mobilisées pour que tu puisses passer à l'action.
Ça peut aussi dilater tes pupilles. Vraiment comme un petit chat, quand tu joues avec ton chat à le mettre un peu en chasse, tu vas voir rapidement que ses pupilles vont se dilater, ses oreilles vont se dresser. Les oreilles se dressent pour beaucoup mieux capter les sons environnants et donc être plus à l'affût d'un éventuel danger. Et puis, les pupilles vont se dilater, pareil, pour élargir ton champ de vision et vraiment pouvoir être critique sur certains éléments qui pourraient être potentiellement dangereux. Cette branche, c'est donc une branche un peu plus jeune que la voie vagale dorsale, mais elle reste partagée par de nombreux animaux et elle est partagée aussi par les humains. La branche sympathique, elle s'active quand il y a une menace réelle ou perçue qui est détectée. On parle bien de danger et non pas de danger de mort ou de danger extrême. Là, c'est un danger un peu moins grave que ce que tu peux percevoir quand tu es amené à être dans le dorsal. Il s'agit là, en fait, quand cette branche-là s'active, il s'agit de l'activation physiologique du stress, des comportements défensifs, de la colère ou de la peur. Le corps, là, il se prépare vraiment à agir pour survivre. C'est vraiment une réponse de ce qu'on appelle en anglais fight or flight. C'est je m'apprête vraiment à soit combattre, soit fuir. Mais là, il faut que je m'active, en fait. Là, il y a un danger imminent, il faut que je m'active. On détaille aussi ces deux réactions du système sympathique. Première réaction, ma réaction de fuite. Là, c'est par exemple éviter systématiquement d'ouvrir ses mails professionnels par peur de. Moi, typiquement, je suis clairement dans cette réponse de fuite, c'est-à-dire que quand je suis en attente d'une réponse d'un mail qui peut être potentiellement stressant, je vais tout faire pour fuir ma boîte mail, je vais pas trop aller la consulter et quand je l'ouvre, je sens que vraiment j'ai le palpitant, j'ai les muscles qui se tendent, je commence à avoir chaud. Donc là, ça veut dire que mon système sympathique, que mon système nerveux autonome, il a compris qu'il y avait un danger perçu, parce que là, il est pas réel vu que je sais pas si j'ai reçu le mail, mais en tout cas, il est perçu et donc il active déjà une réponse physiologique de stress. Ça peut être aussi le besoin de se mettre à marcher pendant que tu téléphones ou pendant que tu as une conversation un peu activante pour toi. Typiquement, c'est aussi une des réactions que je peux avoir, notamment en réunion, quand je sais qu'on va aborder des points houleux ou des dysfonctionnements dans le système. Là, clairement, je sens que j'ai besoin de marcher. Donc très régulièrement, on est en réunion, je marche, je fais les 100 pas dans la pièce. Ça me permet de me réguler, tout simplement. Ça peut être aussi une annulation à la dernière minute parce que tu sens que là vraiment l'anxiété elle monte et que c'est trop pour toi, tu peux vraiment pas y aller. Et il y a certaines personnes qui souffrent d'anxiété qui sont amenées à louper des événements hyper importants. Ça peut être un mariage d'un proche, un baptême ou un repas de Noël. Tu sais pourtant que les personnes qui y sont, tu y tiens et tu les aimes, mais là c'est trop pour toi, tu peux pas y aller. Ça peut être aussi les personnes qui sortent et pour aller aux toilettes lors d'une réunion stressante. Voilà, il y a quand même une petite réaction de fuite. Et puis, ça peut être aussi, par exemple, de changer de trottoir quand tu vois au loin une personne que tu veux pas croiser. Moi, typiquement, c'est pas une personne, mais quand je vois au loin qu'il y a un chien sur le trottoir, je vais naturellement changer de trottoir. Donc voilà, ça active vraiment mon système nerveux, ma branche sympathique, et donc j'ai naturellement une réaction de fuite. Et ça se fait très naturellement, c'est très instinctif, c'est très inconscient, mais par contre, une fois que tu commences à repérer tes stratégies, tu commences à comprendre dans quel mode du système nerveux tu te trouves, et donc tu peux amener en face des ressources qui vont te permettre justement de t'apaiser. Par exemple, quand je sens que moi, lors d'une réunion, il y a le stress qui monte parce que on me parle de deadline assez serré et que je me dis j'arriverai jamais en fait à faire tout ce qu'on me demande, naturellement je me mets à marcher. C'est pas pour fuir en tant que telle la situation, ça me permet de me réguler, mais en même temps, je m'éloigne un peu de la scène et je vais quand même écouter, mais un peu plus loin, et je vais prendre le temps justement de venir réguler ma réponse. Première réaction donc, ma réaction de fuite. Deuxième réaction, la réaction de combat. La réaction de combat, on peut l'avoir assez facilement et c'est assez intéressant parce qu'on peut aussi mieux comprendre son entourage. C'est par exemple quand tu hausses le ton automatiquement quand tu te sens attaqué ou quand tu te sens blessé. C'est aussi, par exemple, les personnes qui vont interrompre constamment l'interlocuteur lors d'un désaccord ou lorsqu'ils veulent renchérir pour apporter leur point de vue. Ça peut être aussi cette irritabilité soudaine face à des détails insignifiants, quelqu'un qui claque la porte. Et ça peut être aussi cette irritabilité soudaine face à des détails vraiment très insignifiants. Par exemple, une personne avec son cas de couleur qui est tout le temps en train de changer les couleurs
Ça peut, on peut passer au-dessus. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, mais là, on explose et on lui dit, mais pose ton crayon en fait, là, tu m'agaces. Bon, bah là, typiquement, il y a une petite réaction de combat parce que il y a un truc qui vient me perturber, je vais combattre pour que ce perturbateur ne soit plus là. Ça peut être aussi le fait d'argumenter de manière défensive, même sur des sujets mineurs, des sujets qui vont pas changer la face du monde, mais là, vraiment, tu sens que tu es sur la défensive et que tu as besoin d'argumenter. Ça peut être aussi critiquer ou attaquer en retour quand on reçoit un feedback. Ou encore, ça peut se représenter aussi sous forme de tension dans la mâchoire, les poings qui vont se serrer sans qu'on s'en rende compte. Tout ça, ce sont des signes qu'il y a une réaction de combat qui s'active. Il y a des formes beaucoup plus subtiles de l'activation de cette branche sympathique. Je pense notamment aux personnes qui vont parler très vite ou très fort. Les personnes aussi qui vont bouger sans arrêt. Personnes qui vont taper leurs doigts sur le bureau. Les personnes qui vont tout le temps bouger leurs jambes ou faire les 100 pas. Les jambes sans repos, c'est aussi une expression d'un système nerveux sympathique qui n'arrive pas à décharger l'activation. Donc les personnes le soir qui se couchent et qui ont les jambes qui bougent, ou les personnes qui sont à table et qui font tout le temps la jambe comme ça, qui saute partout, bon ben là, il y a une énergie sympathique qu'il faut aller décharger. Ça peut être aussi le fait de ne pas tenir en place, d'être très électrique, ou l'envie de faire du sport intense après une journée difficile. Ben là, c'est qu'on a envie d'aller décharger justement l'excès d'énergie sympathique. Donc ça, c'était pour ma voie sympathique. Donc ma voie sympathique, elle est juste au-dessus de ma voie dorsale dans mon échelle. Et donc là, on va parler du troisième mode qui est au-dessus le sympathique, c'est le mode ventral. La branche ventrale du nerf vague, c'est la branche la plus récente et la plus évolutive et qui est très spécifique aux mammifères. Donc au début, on a le dorsal, chez nos amis les reptiles. Ensuite, on a le sympathique, chez nos amis les vertébrés. Et enfin, on a cette voie vagale ventrale, chez nos amis les mammifères. Ce qui est intéressant à dire, et je ne détaillerai pas trop là-dessus, c'est que cette branche vagale ventrale, on ne naît pas avec. Elle se développe au fur et à mesure de notre enfance avec des attachements sécures. Donc, je détaille pas là-dessus parce que ça pourrait faire aussi office d'un épisode complet sur le sujet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que naturellement, tu nais avec ta branche dorsale et ta branche sympathique, et que la troisième branche, la branche ventrale, c'est une branche qui va se développer plus ou moins rapidement quand tu vis dans l'enfance une expérience sécure de la vie. Donc, cette branche vagale ventrale, c'est l'état d'harmonie par excellence. Vraiment, c'est la branche qui permet la connexion, qui permet l'engagement social. C'est elle aussi qui offre l'ouverture aux autres. C'est elle qui permet l'empathie, qui permet la créativité, qui permet l'apprentissage, qui permet aussi le sentiment de bien-être, de calme et de quiétude. C'est une branche qui est activée dans les situations qui sont perçues comme sûres, qui sont perçues comme sécures. C'est également cet état qui favorise la régulation émotionnelle, la communication consciente, la corégulation et la capacité à se sentir en lien, la capacité à se sentir et à être en lien notamment avec les autres. Cette branche vagale ventrale, elle soutient l'engagement social, elle soutient aussi la capacité à établir des liens affectifs et elle soutient la possibilité d'être en coopération et d'avoir une communication non verbale complexe. Donc, avec des intonations de voix différentes, avec des expressions du visage différentes, avec peut-être un jeu de posture aussi pendant qu'on parle. Tout ça, ce sont des petites choses qui permettent à ton système nerveux de capter la sécurité et qui te permettent aussi de reproduire dans une conversation. Voilà, un état ventral, c'est tout ce que tu vas pouvoir mettre au service de la communication avec ton corps. Là où dans le dorsal, on est plutôt sur une posture de repli, on est un peu abattu, les épaules en avant, les personnes qui vont être très comme ça, les mains dans la tête. Bon, mais ça, souvent, c'est plutôt à connotation dorsale pour la plupart des systèmes. Je dis pas que ça a une connotation dorsale chez toi, mais en tout cas, c'est pas connotation d'une ouverture dans ton ventral. Sa présence favorise le développement de comportements de groupe, également de soins parentaux et de co-régulation émotionnelle. La co-régulation émotionnelle, on en a beaucoup parlé dans les premiers épisodes du podcast, donc pareil, tu vas pouvoir y retourner et tu verras, on en reparlera aussi dans cette série. La co-régulation émotionnelle, elle empêche aussi la dominance de comportements défensifs archaïques quand la sécurité est présente. C'est-à-dire que quand il y a de la co-régulation, c'est beaucoup plus compliqué d'être sur la défensive et d'avoir besoin de combattre, etc.
ton système nerveux, avec la corégulation, est en capacité d'intégrer et de participer à une conversation sans avoir besoin d'une dominance défensive parce que justement, il se sent assez en sécurité pour pouvoir se livrer sans avoir besoin de se défendre. Et Porges, il décrit vraiment ces états comme une hiérarchie adaptative de nos réponses de survie. Ils correspondent donc à un degré de sécurité dans l'environnement. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces 3 états, ils peuvent être activés à des moments différents en fonction du degré de sécurité qu'on peut ressentir. Et donc, on peut imaginer que quelqu'un qui souffre d'insécurité, c'est potentiellement compliqué pour cette personne d'atteindre le ventral. Et peut-être qu'elle reste dans son dorsal ou dans son sympathique. Donc, c'est très intéressant la théorie polyvagale parce que quand on commence à comprendre le principe, on va commencer aussi à décrypter ces différents comportements, ces différentes réactions pour mieux comprendre le degré de sécurité qu'on peut vivre. Et c'est un degré de sécurité dans l'environnement. Et on reverra aussi dans l'épisode suivant, donc l'épisode 29, on reverra comment capter la sécurité de l'environnement. Et Stephen Porges, il insiste dans ses ouvrages, notamment The Polyvagal Theory ou encore Notre monde polyvagal, sur cette lecture hiérarchique qui est héritée de millions d'années d'évolution. Parce que nous aussi, on partage la voie vagale dorsale avec nos amis les reptiles, on partage aussi le sympathique avec la plupart des vertébrés, et enfin, on partage la voie ventrale avec tous les mammifères. Mais comme je le disais tout à l'heure, la voie ventrale, on la développe. Elle n'est pas là naturellement. On va vraiment la construire et la co-construire dans l'enfance. Très intéressant. Et même si elle n'est pas co-construite dans l'enfance, tout se renégocie. Et c'est ça la puissance du travail avec le système nerveux, c'est que vraiment on peut tout renégocier. On peut vraiment renégocier toutes nos expériences et tout notre vécu. Et ça, c'est profondément rassurant et apaisant de savoir que peu importe notre histoire, on peut renégocier ce qui s'est passé. Et donc, on ne reste pas emprisonné dans la cage de notre expérience. Pour revenir quand même à ces différentes évolutions de nos branches, ça explique la prédominance de réponses de figement dans certaines conditions traumatiques. Parce que, on l'a vu, le figement, c'est une réponse en lien avec mon système nerveux dorsal. Et on l'a vu aussi, le système nerveux, le vagal dorsal, il est vraiment là depuis des années, des millions d'années. C'est un réflexe archaïque qui est ancré en nous depuis le plus vieux possible. Et ces réponses-là de figement, elles sont inscrites où? Elles sont inscrites dans notre tronc cérébral. Et ce, depuis l'aube du vivant. Ça explique pourquoi aujourd'hui, en tant qu'humain vivant dans le 21e siècle, on a encore une voie de prédilection face à un traumatisme qui est la réponse de figement. Parce que c'est une des réponses les plus anciennes, c'est-à-dire que si on explique un petit peu ces 3 voies comme des voies de circulation en mode voiture, il y a l'autoroute qui est le plus rapide, le plus facile à conduire. Et ben ça, ce serait notre voie dorsale. On a la nationale qui est plutôt notre sympathique, où là vraiment, c'est peut-être un peu plus, il faut être un peu plus expérimenté pour conduire sur une route nationale. Et puis ensuite, on a les chemins de campagne, où là vraiment, il peut y avoir des pierres, des trous, des bosses, etc. Et donc, ça rend le parcours beaucoup moins facile. Et donc, naturellement, face à un traumatisme, notre système nerveux, il est très intelligent, il va prendre la voie la plus facile pour conduire. Et donc, il va sur l'autoroute, direction le figement. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça, parce que cette perspective, elle est fondamentale dans la compréhension de nos réponses post-traumatiques. L'humain moderne porte toujours en lui ses stratégies de survie, où la sidération archaïque peut s'imposer lorsque les stratégies de mobilisation sont épuisées ou impossibles. Et quand on parle de stratégie de mobilisation, on est dans mon sympathique, c'est-à-dire qu'on est dans ma fuite ou dans mon combat. Et si ces réponses-là, elles sont impossibles, inaccessibles ou épuisées, naturellement, je vais aller sur du figement. Ou de la sidération, ou de l'effondrement, ou de la dissociation, mais je vais aller vers ma voie dorsale. Parce que c'est la plus ancienne, et que c'est le chemin le plus connu par mon système nerveux. Et donc ça, vraiment, de comprendre ça, c'est juste... Enfin voilà, c'est un sujet qui me passionne et je pense que ça peut se sentir dans l'épisode. Mais vraiment, quand on comprend ça, ça amène une telle bienveillance envers soi-même. Mais c'est incroyable ce que ça active. Donc pour conclure ce premier épisode autour de la théorie polyvagale,
C'est important de dire que nous avons besoin de ces 3 états pour vivre. Il n'y a aucun état meilleur qu'un autre ou moins bon qu'un autre. Ils ont tous les 3 leur utilité pour notre organisme. Là où par contre ça devient problématique, c'est quand on reste coincé dans un de ces états. Parce que oui, on peut rester coincé soit dans notre état dorsal, soit dans notre état sympathique. Si on reste coincé dans le ventral, c'est pas qu'on est coincé, c'est qu'au contraire, on est dans notre état de flow. Mais par contre, on peut rester coincé pendant des années, voire très très longtemps dans un dorsal ou dans un sympathique. Et là encore, je vais l'illustrer par mon parcours personnel. Parce que, comme je vous disais au début de l'épisode, j'avais repris un suivi psychologique parce que je sentais que j'en avais besoin et que je sentais bien qu'après les séances, je me sentais mieux. Donc, il y avait à la fois le fait d'avoir déposé toutes ces choses, mais en même temps, je pense qu'à ce moment-là, il y avait aussi le principe de co-régulation qui faisait son travail sur moi. Et donc, le thérapeute me permettait de retrouver mon ventral parce qu'elle était dans son ventral. Donc, principe même de régulation et donc la co-régulation parce qu'on a besoin d'être à plusieurs pour pouvoir réguler. Et en même temps, ce retour un peu à la normale après quelques jours après la séance. Et vraiment, je suis restée, quand j'ai découvert la théorie polyvagale et que j'ai essayé de traquer mon système nerveux, je me suis rendu compte que j'étais coincée dans un mode, et notamment dans mon mode sympathique et mon mode dorsal depuis très longtemps, depuis des années. Et que mon mode ventral, il était très difficile à accéder. Et que quand j'accédais au mode ventral, et donc que potentiellement je pouvais ressentir de la joie. Le fait de ressentir de la joie, c'était aussi anxiogène pour moi que de ressentir de l'anxiété. Et donc, quand on commence à pointer le doigt tout ça, on commence vraiment à reprendre son pouvoir personnel et surtout à se dire, ok, il y a potentiellement une porte de sortie. Peut-être qu'à l'heure actuelle, je la trouve pas. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis coincée en bas de l'échelle ou au milieu de l'échelle. Mais en tout cas, je sais que je peux remonter en haut de l'échelle. Et donc, je vais mettre en place les ressources qui me permettent de remonter en haut de l'échelle. Et c'est exactement ce qu'on voit dans mes accompagnements, comment remonter en haut de l'échelle et comment trouver ses ressources d'abord, comment mettre le doigt sur ses ressources et après, comment se servir de ces ressources pour vraiment soutenir son système nerveux et sa physiologie. Physiologie, biologie, son côté émotionnel aussi. Comment en fait se soutenir avec toutes ces ressources. Et l'importance de la compréhension de tout ça, c'est que tu vas pouvoir plus facilement repérer dans quel état tu es plutôt que dans un autre. Dans les prochains épisodes, on va voir comment on sort de ces différents états et comment surtout on peut cultiver l'état ventral. Parce que, n'est-ce pas, c'est quand même celui qui fait le plus rêver. Et une fois que tu saisis le fonctionnement de ton système nerveux, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc là, ce premier épisode sur la théorie polyvagale, il est dense et on va détailler au fur et à mesure ce qui peut se passer dans ton corps quand tu es dans ton dorsal, dans ton sympathique ou dans ton ventral. Ce qui peut se passer aussi dans ta perception du monde, ce que tu peux ressentir aussi en termes d'émotions. Et puis surtout, on va partir là à la découverte de comment je peux capter la sécurité dans mon environnement. Parce qu'il y a un processus naturel dans le corps qui est hyper précieux. Et donc ça, on va le détailler dans le prochain épisode. Et une fois que tu saisis le fonctionnement de ton système nerveux, il y a tout qui change. Tu changes la manière dont tu perçois le monde, tu changes la manière dont tu perçois les autres, tu changes la manière dont tu te perçois aussi, tu cesses de te juger pour des réactions qui parfois te semblent inexplicables ou parfois pour lesquelles tu te sens honteuse d'avoir ces réactions. Tu commences aussi à développer une relation beaucoup plus bienveillante avec toi-même parce que ce sera une relation basée sur la connaissance et la compréhension. Compréhension de pourquoi ton corps il réagit comme ça, pourquoi tu ressens ça et comment tu peux venir le soutenir. Parce que dans le travail du système nerveux, tu verras, le pourquoi on s'en fiche un petit peu parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément explicables et que dans le pourquoi, il y a une forme aussi d'impuissance parce que finalement, tant que j'ai pas trouvé pourquoi je suis comme ça ou pourquoi je vis ça, je peux pas évoluer, je peux pas guérir et je peux pas changer. Or ça, c'est faux. Le pourquoi, on s'en fiche un peu, on a besoin du comment. Ok, une fois que j'ai traqué et ok, une fois que j'ai pointé le doigt sur ces choses qui se passent dans mon corps, comment je peux faire pour me soutenir? Le pourquoi, quelque part, vraiment, on s'en fiche. Donc ça, tu le réentendras aussi dans les épisodes. Pourquoi on s'en fiche? On va surtout chercher à comment soutenir mon système nerveux. Cet épisode marque le début d'un voyage passionnant au cœur d'une meilleure connaissance de soi, d'une meilleure compréhension de soi.
avec des outils concrets pour naviguer aussi dans un monde de plus en plus stressant, de plus en plus challengeant, de plus en plus dérégulant. Et cet épisode, il marque le début d'une suite d'épisodes qui vont vraiment être tournés sur le système nerveux, parce que pour moi, ça fait partie intégrante du prendre soin de soi et ça s'inscrit aussi dans une démarche de bien-être holistique. Jusque-là, on a quand même beaucoup parlé de la naturopathie et on en reparlera aussi dans les prochains épisodes. Mais là, on va vraiment commencer petit à petit à poser les fondations de notions sur le système nerveux qui vont te permettre de mieux te comprendre, de mieux appréhender tes réactions, d'avoir les outils concrets pour répondre à tes réactions et surtout de naviguer dans ce monde avec beaucoup plus de fluidité. Il y a une personne que j'admire beaucoup qui dit souvent « ça te permet de marcher avec grâce au milieu du chaos ». Et la théorie polyvagale et la connaissance sur le système nerveux, ça te permet ça. Ça te permet de marcher avec grâce au milieu de tout ce chaos qu'est notre monde actuel. Voilà, j'espère que ce premier épisode t'a plu. J'espère que tu auras pu apprendre et comprendre certaines de tes réactions. Une chose est sûre, c'est que je me fais une joie de te retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prends soin de toi et surtout, reste en présence.